Comment redonner du sens à sa vie? Comment retrouver un élan à agir, à construire, surtout lorsqu'on a vécu une expérience, un traumatisme si douloureux qui nous a fait perdre foi en la vie? Pour explorer cette question, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Célia Rambaud. Célia, bonjour, merci de participer à cet échange. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Célia, je te présente en quelques mots. Tu es une thérapeute spécialisée dans l'intégration de la mémoire traumatique et dans l'éveil de la sexualité féminine. Tu viens d'écrire un livre, Les couches de l'oignon, chez Mama Édition. Et dans ce livre, tu témoignes du cataclysme des viols que tu as subis à l'âge de 8 ans et tu entraînes le lecteur dans le processus d'une mémoire qui s'ouvre petit à petit, d'une guérison qui se déploie lentement à son rythme dans le corps et l'esprit. Donc je trouvais que c'était un livre émouvant de par la transparence du témoignage, mais c'est aussi très instructif. Donc j'ai beaucoup appris sur le processus du traumatisme, le processus d'amnésie, la tétanie, les troubles du comportement, et sur comment on peut s'ouvrir à nouveau à la lumière de la vie. Donc la première question que j'aimerais te poser, Célia, c'est pourquoi tu as souhaité partager ce livre? Qu'est-ce que tu as souhaité transmettre à travers ce livre? Oui, je crois que c'est le bon mot, transmettre. Parfois, on me renvoie le fait que j'ai pu écrire pour guérir, mais en fait, non. Pour moi, j'ai guéri en thérapie et j'avais vraiment envie de partager que c'est possible. C'est possible et je viens tellement loin. Et je crois que j'aurais tellement aimé à ce moment-là entendre que déjà tout ce que je vivais, c'était normal. Ça, ça s'appelle la dissociation traumatique, ça s'appelle la mémoire traumatique. Ça vient de quelque part et on peut vraiment en sortir. Et j'avais envie vraiment de donner des clés de compréhension. Et aussi, moi, j'ai été émue par un autre livre témoignage d'Adélaïde Bon, La petite fille sur la banquise. Alors, dans son témoignage, il n'y a pas tout l'apport théorique que j'amène, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai pu me reconnaître et je me dis, mais oui, ça a du sens de partager et que vraiment c'est une main tendue, quoi. Vraiment, mais voilà, ça existe, ça, et c'est pas de la folie, ça a du sens et on peut s'en sortir. Et une personne à tout moment dans son cheminement va se reconnaître dans ce livre parce qu'il y a à travers ce livre il y a cette notion d'oubli, de dissociation comme tu l'as noté où on repousse tout à l'intérieur de soi. Et est-ce que malgré cela ça peut quand même faire écho chez cette personne? Oui, parce que justement, ce- c'est des sensations de déconnexion. C'est-à-dire que c'est souffrant de ne pas sentir ses émotions, c'est souffrant de ne pas être en lien avec les autres, c'est souffrant de ne pas goûter ce que c'est l'authenticité. Et en ça, justement, ça fait écho. Et moi, il y a tellement de personnes, soit qui ont lu mon livre, ou des gens qui voient mes conférences, ou que j'accompagne, qui me disent, mais je ne savais pas à quel point j'étais dissociée. C'est le retour que j'ai le plus, mais en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais pas dans ma vie. Donc oui, ça parle. Et du coup, quand on parle de traumatisme, c'est vraiment tout type de traumatisme. Ça peut être même des traumatismes qu'on peut appeler légers, relativement légers, comme une séparation, une Complètement. perte d'emploi. On peut Oui. avoir ce phénomène En fait, voilà, de un repousser la trauma, chose. c'est un événement qu'on ne peut pas intégrer, qui dépasse notre capacité d'intégration. Alors pourquoi ça dépasse notre capacité d'intégration? Soit par la violence extrême de l'événement, soit parce qu'il arrive très tôt dans la vie. Et après, selon ce qu'on a vécu justement dans notre période précoce, hein, quand on était enfant, bébé, c'est là où on va construire notre capacité de résilience, on va construire notre capacité à pouvoir soutenir de l'intensité émotionnelle sans couper, sans dissocier. Et c'est ce qui va faire que des événements ensuite plus ou moins anodins vont aussi faire trauma, sur une base en fait
de sécurité ou d'insécurité précoce. D'accord, d'ailleurs, tu as un extrait que j'ai trouvé qui résume parfaitement cela, et bien avec cet aspect le fait d'observer nos pensées. Et d'ailleurs, je vais le lire et on pourra en parler. Tu notes: des pensées en cascade partent d'un élément anodin qui m'entraîne vers j'ai envie de mourir. Cette clarté de cheminement interne me permet de prendre du recul. Je comprends que je ne vis pas des états d'angoisse permanents, mais que je suis confronté à de multiples déclencheurs banals qui s'enchaînent. C'est comme tu dis, c'est comme si on avait vécu un certain traumatisme lors de l'enfance, qu'on a mis en place des stratégies de distanciation, et maintenant des événements anodins qui peuvent venir font qu'il y a tout un processus, une cascade de pensées, d'émotions qui vont faire écho à cela, et on va repartir dans cette peur, dans cette crispation de l'être. Complètement. Bon, là, dans cet exemple, effectivement, j'ai pu voir un enchaînement de pensées, mais parfois, on s'en rend même pas compte parce que c'est une odeur, la tonalité d'une voix, c'est une ambiance particulière du jour, de la nuit. Ça demande vraiment de l'introspection pour justement voir comment on bascule d'un état à l'autre et petit à petit repérer les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui fait que je suis en sécurité? Qu'est-ce qui fait que je suis en insécurité? Et justement comprendre que ça tombe pas du ciel, qu'il y a en fait un déroulement, une activation et que ça s'appuie sur une mémoire traumatique en fait. Oui, ça c'est intéressant, cette notion que ça tombe pas du ciel. C'est vrai que est-ce que tu penses que il y a un effet aussi culturel qui fait que lorsqu'on vit des traumas, s'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas une prise de conscience, on risque de nier des parties de soi sur une grande partie de notre vie. Alors peut-être qu'auparavant, un soutien plus tribal, avec un accompagnement de la famille, pouvait nous aider davantage à guérir. Ou est-ce que tout, ou pas? Oui, c'est intéressant cette question. Je pense qu'il y a un peu deux aspects. Il y a le fait que le trauma en lui-même fait qu'on va s'isoler. C'est-à-dire que le fait qu'on se est coupé de ses sensations, de ses émotions et de la conscience de soi, euh, parce qu'en réalité, au moment du trauma, il y a des liaisons cérébrales entre des parties centrales du cerveau et les lobes préfrontaux, tout ce qui gère le fait d'avoir conscience de qu'on est une personne, qu'on est telle personne, etc., etc. Ça, selon l'intensité du trauma, ça va être plus ou moins biaisé et lésé. Et en fait, le trauma fait qu'il y a isolement. Le trauma fait qu'on se replie sur soi. C'est la nature du trauma. Donc effectivement, dans une société où il y a peut-être une communauté soutenante, bienveillante, peut-être que et surtout la connaissance, en fait, je pense, ça va se voir. Et donc, du coup, les personnes pourront aller à la rencontre et éventuellement soutenir la régulation. Mais de fait, déjà, il y a cette rupture et cet isolement. C'est la nature du trauma. Oui, alors pourquoi cet isolement, cette tendance à s'extraire, à pas pouvoir, parce que là aussi cette notion de pas pouvoir communiquer frontalement, de laisser des indices, pourquoi on a tendance à se refermer sur soi-même alors qu'on aurait vraiment besoin du soutien des autres? Ouais. En fait, c'est physiologique. C'est-à-dire que, bon, si on explique un peu comment ça se passe, face à un danger, la première réaction qu'on va avoir, tout le monde, hein, c'est physiologique, ça va être de demander de l'aide. Et s'il n'y a personne qui peut nous venir en aide, il va y avoir un cocktail d'hormones de stress qui va envahir le corps pour qu'on puisse faire face à la situation. Cortisol, adrénaline, pour vraiment pouvoir fuir, combattre, se mettre à l'abri, trouver une solution. Et si ça, c'est pas possible, et ben, ça va disjoncter dans le cerveau. C'est au moment de cette disjonction qu'il va y avoir des liaisons neuronales qui vont être brisées avec les cortex préfrontaux.
l'amygdale cérébrale qui avait annoncé le danger, qui était en train de dire il y a un danger, il y a un danger, elle va être enquistée, c'est-à-dire qu'on lui dit chut, mais ça n'empêche qu'elle continue de dire bah, quand même il y a un danger. Et la personne, elle va être inondée par des hormones anesthésiantes. Et elle va plus sentir. Elle va plus sentir ses sensations, ses émotions. Et il y a toute une partie de l'événement qui va se dérouler qui ne va pas être enregistrée dans la mémoire autobiographique. Et potentiellement, qui va être ça peut être complètement sous amnésie. Amnésie totale ou partielle. En tout cas, tout un tas de fragments vont avoir un autre fonctionnement mémoriel et ça va s'activer. Après, c'est ce qu'on disait par rapport aux pensées en cascade, c'est la mémoire traumatique. Mais du coup, c'est ce phénomène de disjonction et les conséquences qu'on appelle trauma. Et la personne, quand elle est dans cet état-là, donc si on parle du système nerveux autonome, on a un système nerveux qui fonctionne de façon automatique, qui va gérer notre respiration, notre digestion et comment on gère face à un danger. Donc la première réponse va engager ce qu'on appelle le nerf vague ventral, sans rentrer dans les détails là, qui est en lien avec l'engagement social. Si ça, c'est pas possible, ça va être tout le système sympathique qui est responsable de l'action dans le corps. Et si ça, c'est pas possible, à ce moment-là, c'est le nerf vague, mais dans sa partie dorsale, son innervation dorsale, qui va prendre le relais. Et là, la personne, elle va être coupée de tout, mais ça va être son tonus musculaire qui va être plus bas. Ça va être, en fait, on le sent physiquement dans son corps. Dans son corps, il y a quelque chose où on a moins d'énergie. Le regard n'est plus pareil. On va interpréter les visages d'une autre façon. On est dans un autre mode. C'est comme si vraiment il y avait 3 modes. Et quand on est en mode dorsal, on est dans le repli. Sur le moment, c'est la survie qui amène ça. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, quand par exemple, parce que c'est pas si noir ou blanc, par exemple, s'il y a un accident de voiture, qu'on est blessé, et ben à la fois, on va être un peu en sympathie, on va peut-être pouvoir courir, se mettre à l'abri, mais en même temps, on va être aussi un peu en dorsal, on va pas sentir qu'en fait, peut-être on a une grosse blessure et qui est vraiment quasiment mortelle, mais sur le coup, on va pas la sentir. Et après, une fois qu'on est en sécurité, on va sentir, oulala, mais en fait, je suis blessée, il faut que je fasse quelque chose, par exemple. Une autre façon, c'est vraiment le phénomène qu'on peut voir avec le chat et la souris, le lion et l'antilope, le fait de faire le mort pour survivre à une agression. Et dans ces modes-là, sur le moment, vraiment, c'est utile. Le souci, c'est quand, suite à l'agression, ça ne se régule pas. Et quand, suite à l'agression, ça ne se régule pas, c'est là que vraiment ça fait trauma. Et la personne, elle reste dans cet état physiologique. Elle reste dans le volume qui est baissé, dans il ne faut pas qu'on me voie, parce que sur le moment, c'est la survie, il ne faut pas qu'on me voie. Mais après, il ne faut pas qu'on me voie, c'est l'enfer. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on sent de façon physiologique et puis qui reste. Et en même temps, c'est hyper enseignant, je trouve, d'avoir ces notions-là après. Moi, je transmets beaucoup ça dans mes accompagnements. C'est qu'on peut petit à petit s'observer et voir ce phénomène de repli. Et petit à petit, on apprend à voir, parce que c'est un peu différent selon les personnes. Par exemple, telle personne, quand elle est en dorsale, donc quand elle est en repli vers son dissocié, eh ben, elle va vraiment sentir, peut-être elle sent plus ses bras, peut-être il y a quelque chose, le regard qui est vraiment bas, il y a toute une gamme de pensées, il y a envie d'aller se mettre sous la couette ou l'envie de, peu importe, il y a un schéma qui se met en place et ce schéma, il parle de là, en fait, physiologiquement, je suis en train de me replier, mon corps, il s'est mis en état de protection. Et donc, c'est physiologique, ce repli. Et tant que la personne, il y a une grosse partie d'elle qui est restée coincée dans le passé, parce que le fait que le trauma s'enregistre dans la mémoire émotionnelle et non autobiographique,
le gros souci là-dedans, c'est qu'à aucun moment, la personne reçoit l'info que c'est terminé. Émotionnellement, sensoriellement, la personne ne sent pas qu'elle est plus en train de vivre son accident de voiture, qu'elle est plus en train de vivre une agression, qu'elle est plus en train de se faire crier dessus par le prof de maths ou je ne sais quoi. Oui. Et il y a une partie qui reste comme ça. Et en plus, il y a, oui, et comme tu dis, dans certains cas, il y a ce phénomène d'amnésie qui fait certainement la personne se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Ouais, ça, Pourquoi, pourquoi j'ai pas d'énergie? Pourquoi je me replie? Pourquoi j'arrive pas à rentrer en connexion avec les autres? ouais. Et c'est d'autant plus perturbant et handicapant. Et juste pour revenir sur un point que tu as abordé, le fait de ne pas pouvoir demander de l'aide, je pense qu'il y a aussi cette notion d'incapacité d'avoir de l'empathie. Tu as mentionné le cortex préfrontal, Oui. qui nous permet de rentrer aussi en lien avec les autres. Et lorsqu'on est en mode de survie, cette partie est inhibée. Et du coup, j'imagine que la personne, elle est plus capable de savoir qui peut l'aider, qui va être, qui va pouvoir le soutenir, parce qu'elle est plus en connexion avec les autres. Et tu notes dans le livre aussi que c'est presque plus facile de rentrer en connexion avec des gens qui sont en grande souffrance comme nous, qui sont fermés, où là on va presque s'attirer les uns les autres, parce qu'il y a une certaine résonance, mais on va plus savoir être dirigé par l'empathie, par nos sensations. Oui, complètement. Il peut y avoir un peu deux choses extrêmes. À la fois, quand on est dans ces états-là, on peut être surempathique et absorber les émotions des autres parce que ça fait partie du système de défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été pour la survie hyper important de sentir il en est où l'autre. Est-ce qu'il va péter un câble là? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis pas en sécurité? Donc il y a des personnes dont tous les thérapeutes de cette planète, me semble-t-il, qui sont devenus très compétents dans sentir qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Il en est où? Mais à la base, c'était de la survie. Après, on peut l'utiliser, cette compétence. Mais effectivement, à l'inverse, euh, il y a aussi de la difficulté à sentir ce qui se passe pour l'autre et donc à rentrer en lien. Et il va y avoir aussi, et ça je trouve ça vraiment intéressant sur le chemin d'intégration et de guérison, sentir que quand on est dans un état dorsal, on va mal interpréter les visages. Parce que pour bien interpréter les visages, c'est quand on est en ventral, quand on est dans notre système d'engagement social. Et en fait, et ça va beaucoup parler plus, j'ai envie de dire, de l'attachement, de tout ce qui s'est passé dans la période précoce de la vie, comment on a réagi à nos détresses, les premières interactions. Mais de manière générale, dès qu'on est activé, dès qu'on est pris dans le passé et qu'on est en dorsale, on peut avoir une personne hyper bienveillante qui nous dit mais moi ça me fait plaisir de t'aider, ben on va pas la croire. Et puis il y a quelque chose on va mal interpréter les signaux. C'est vraiment important d'en avoir conscience pour que quand on sent dans notre corps que là on est dans un état dorsal ou sympathique, enfin, dans un état non régulé, d'être vigilant à nos interprétations. Il y a de fortes chances qu'elles soient biaisées. Et ce qui peut vraiment réguler, c'est quand on s'est un peu apaisé, revenir dans notre système d'engagement social et d'aller demander à la personne, d'aller vérifier, de prendre ce temps de vérifier parce que vraiment, dans les états activés, on va mal interpréter. Et c'est peut-être aussi le cas des personnes qui sont constamment en recherche d'approbation, qui ont besoin de cette approbation pour se sentir en sécurité. Et on n'en a jamais assez. On est toujours en insécurité, en doute de soi, on a l'impression d'être jugé par les autres. Ouais. Et ça, en fait, si on n'en a jamais assez, c'est parce qu'en fait, c'est une partie vraiment du passé qui a besoin de sentir ça. Et en fait, tant qu'on ne va pas chercher la partie du passé, on peut dire tout un tas de choses à la part du présent. Mais en fait, la part du passé, elle reste coincée dans le passé et elle reste avec ce manque de regard, de reconnaissance, d'empathie, etc. Et c'est à cet endroit-là vraiment qu'il y a besoin d'aller chercher. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a besoin de regard, de bienveillance, de pouvoir accueillir. Ça, c'est vraiment hyper important dans le chemin de distinguer les différents niveaux
vraiment le niveau du passé, des parts blessées, la part adulte. Et bon, moi, j'aime beaucoup inclure aussi la part spirituelle. Ça me semble aussi fondamental dans ce chemin quand on est face à des traumas très forts. Je crois que si on n'ouvre pas sur une plus grande dimension, ça peut être limité, quoi, je trouve. Et juste pour consolider un point que tu as abordé et que tu disais en introduction, le fait que tu as souhaité montrer aux gens que c'était normal de ressentir ce qu'ils ressentaient. Et donc, juste pour insister sur le point que c'est normal d'avoir parfois une dissociation lorsqu'on vit un traumatisme. Donc, tu as fait le parallèle avec un accident, donc une réaction du corps qui nous fait qu'on va pas ressentir la douleur, par exemple, pour nous préparer, pour nous aider à faire face à un danger immédiat. Donc, il y a parfois bien souvent une nécessité à pas ressentir à avoir un système de soupape, à pas ressentir des émotions trop fortes. C'est un mécanisme naturel qu'on a besoin de mettre en place dans certains cas. Oui, ça peut nous sauver la vie, vraiment. Mais après, il va falloir se reconnecter à la réalité, au présent, et Ouais, réaliser qu'au présent, il y a pas un prédateur qui se cache à la porte, qu'on est désormais en sécurité, qu'on est peut-être maintenant un adulte c'est avec une ça. connaissance, avec des possibilités qu'on n'avait pas quand on était enfant. Ouais, tout à fait. Et ce retour dans le présent, tu évoques beaucoup le travail sur le corps, donc il y a une compréhension, comprendre les processus, ça c'est important, c'est essentiel, mais il faut que ça soit aussi vécu, actualisé, et le corps joue un rôle très important dans cela. Donc en tant que thérapeute, comment tu utilises le corps ou le rapport au corps pour faire ce travail de retour vers soi? De deux façons, je vais dire. Enfin, globalement, il y a effectivement euh, ramener la personne à ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui se passe. Je tiens quand même à le nuancer parce que quand il y a des traumas très forts, parfois sentir dans le corps, c'est terrifiant. Et amener la personne à écouter ses sensations, ça peut la faire dissocier. Je pense notamment aux violences sexuelles ou aux violences physiques de manière générale. Le corps peut devenir un terrain vraiment insécure. Du coup, il faut naviguer avec beaucoup de vigilance à cet endroit-là. Et en même temps, c'est en se réappropriant son corps dans le présent et en sentant que là, dans le présent, il y a de la sécurité, il n'y a pas de l'intrusion. C'est aussi là qu'on va trouver la sécurité. Et dans tous les accompagnements psychocorporels, il y a vraiment un accent qui est mis à développer une conscience fine de ce qui se passe. Tout à l'heure, je parlais de pouvoir sentir dans quel état nerveux on est, mais aussi pouvoir sentir les sensations, les émotions, l'évolution de tout ça. Donc il y a vraiment cette présence au corps. Et dans la technique que moi j'utilise, en tout cas ces dernières années, puis celle vraiment qui m'a aidée, l'intégration du cycle de la vie, l'ICV, il y a vraiment cette façon. Donc, pour le thérapeute, ça passe par les mots, mais pour le patient, c'est vraiment quelque chose qui se joue dans le corps fort. Ça va être de ramener la personne dans le présent en lui lisant une liste de souvenirs à part du trauma dans le présent ou du premier jour de sa vie dans le présent. C'est vraiment ramener la personne dans le présent. Et ça paraît complètement dingue quand on y pense, lire une liste de souvenirs, en quoi ça peut faire quelque chose. Mais ça fait vraiment quelque chose, surtout qu'on le répète. Et pourquoi ça fait quelque chose, c'est bien de se poser la question, c'est que quand on pense à un souvenir heureux, par exemple, ou malheureux, il y a une gamme d'émotions et de sensations qui est liée à ça. C'est moins fort quand on pense à un souvenir neutre, mais ça l'est quand même. Et en fait, quand on pense du coup à un souvenir XY, ça va activer tout un tas de réseaux neuronaux et ça va activer des sensations, des émotions liées à ce souvenir et liées à, j'ai envie de dire, l'état, le niveau de dissociation quand ce souvenir a été enregistré. Je pourrais détailler éventuellement plus tard.
Et puis après, on parle d'un autre souvenir, et puis un autre souvenir, et puis un autre souvenir. Donc comme ça, en enchaînant, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a plusieurs réseaux neuronaux qui vont s'activer de façon assez rapide, puis on va répéter, donc petit à petit, ils vont se connecter. Ça va créer une notion chronologique que la personne n'a pas. Et quand on va dans un trauma, alors avant ça, il y a tout un tas quand même de protocoles à faire pour sécuriser. Mais quand on va dans un trauma et qu'on va chercher une part du passé et qu'on lui montre, mais regarde, après, tu as fait ça. Ah ouais? Et après, tu as fait ça. Et tu as fait ça. Et tu as fait ça. Et cette part-là de nous, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant qu'elle est sortie de cet endroit. Elle n'est pas au courant qu'elle a grandi. Elle n'est pas au courant qu'elle est maman, en l'occurrence, etc., etc. Et le fait de le voir, mais c'est dingue. Et après, il faut voilà, beaucoup répéter. Puis on a plein de fragments traumatiques dans un trauma. Il faut des couches de sécurité. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment par couche. Mais y a vraiment ce phénomène de montrer que le temps a passé. Et ce qui se joue, c'est que, et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant à comprendre. Moi, quand j'étais gamine, mes parents ils me disent, mais tu te souviens que des mauvais trucs. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt positif, optimiste et tout. Mais c'est vrai, je me souvenais des mauvais trucs. Et pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est... non. Il y a une raison. Parce que quand on est très traumatisé et dissocié, ben, dans le quotidien, ok, là, il se passe peut-être quelque chose de sympa. On va à l'anniversaire d'une copine, mais en même temps qu'il se passe le truc de sympa, il y a tous les fragments traumatiques qui, eux, sont pas intégrés dans la mémoire autobiographique, et l'amygdale cérébrale qui continue à dire « je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Certes, elle le dit moins fort, mais elle continue à le dire. Du coup, en même temps qu'on vit un truc sympa à l'anniversaire d'une copine, dans le corps, ça dit « je suis en danger et je vais crever ». Et c'est tout ça qui est enregistré. Le souvenir de la copine, c'est « ah bah c'était sympa la copine et puis j'ai envie de crever ». Donc quand on s'en souvient, bah, c'est un peu mitigé. C'était finalement un peu moyen ce souvenir-là. Et du coup, quand on fait toutes ces choses des lignes du temps, c'est tout ça qui s'actualise. C'est-à-dire que tous les souvenirs qui semblent finalement banals, ils parlent de l'état nerveux dans lequel on était aussi à ce moment-là. Et du coup, c'est à tous ces moments-là qu'on donne l'information. Mais c'est fini. Regarde, on est en 2022 aujourd'hui, en l'occurrence. Et petit à petit, quand on le fait sur l'échelle de la vie, il y a quelque chose qui se consolide. Et au fur et à mesure des passages, à chaque fois, il y a des lectures différentes. Il y a tout un tas de connexions qui se font, de sensations. Ça passe beaucoup, beaucoup par le corps. Et petit à petit, ça ramène dans le présent. Il y a une autre densité. Quand on est dissocié, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans son corps. Hein. Il faut du temps. Et il y a cette chose où d'un coup, on sent ses pieds, on se sent là, plus présent. Et du coup, on est prêt pour affronter une nouvelle couche traumatique. Et c'est un peu sans foi quand même. Mais à chaque fois, on va mieux, je peux préciser. Et le choix des souvenirs, c'est un choix qui se fait instinctivement. C'est-à-dire, si tu demandes à la personne de parler de sa ligne de vie, d'évoquer certains souvenirs, et elle va choisir ce qui lui vient naturellement. Ouais, complètement. Alors, effectivement, on ne va pas occulter des événements importants, mais au final, comme l'idée, c'est de montrer que le temps a passé, on s'en fiche un peu des souvenirs. Après, quand on a des personnes très, très traumatisées qui ont que des souvenirs traumatiques, on essaie un peu de tempérer. Mais ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on reste très, très peu sur le souvenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller lui dire « souviens-toi ce moment horrible, ah oui, puis comment tu te sentais, ah oui, c'était vraiment terrible ». Non, tu te souviens, il y a ce truc-là, ok. Et puis après, tu as été à la piscine avec Arnold, tu t'en souviens? Ah ouais, et donc du coup, on la sort direct du truc. Et puis après ci, et puis après ça, et l'idée, c'est de ne pas activer la détresse sous-jacente qu'il y a dans le souvenir. C'est juste, ok, bon, il y avait ça, mais après, il y a eu autre chose. Et puis autre chose, et puis autre chose, etc., etc. Oui. Et petit à petit, on redessine notre lecture du passé. C'est ce cheminement qui nous ramène à chaque fois dans le présent, qui permet peut-être à la personne de
de s'installer de plus en plus dans le présent, et après avec cet ancrage nouveau, elle va peut-être voir le passé un peu différemment et dire qu'il y avait des gens qui me soutenaient, j'ai fait preuve de créativité, d'innovation, j'ai été courageux, etc., etc. Et du coup, ça doit complètement changer notre lecture du monde. C'est exactement ça. Et puis c'est hyper émouvant quand ça arrive, quand il y a quelqu'un qui est complètement pris dans son trauma, qui voit que le noir, et au fur et à mesure des répétitions, ah, mais ouais, mais effectivement, il y avait un tel, et puis je suis fière de moi, je m'en suis sortie, etc. C'est hyper beau. Et même petit à petit, il y a des bons souvenirs qui viennent. Des souvenirs, c'est ça qui est rigolo aussi, parfois, si c'est la même ligne du temps qui reste un moment, il y a des souvenirs qui semblaient vraiment terribles. Au bout d'un temps, mais presque, on voit le bon qu'il y avait, puisqu'on a enlevé en fait tout le truc, la résonance du trauma qu'il y avait derrière. Et il y a tous des pans de vie qui s'éclairent. Ah bah oui, il y a eu quelque chose de terrible à ce moment-là dans ma vie, mais il y a eu plein de choses bien aussi. Mais au départ, on peut pas le voir. Et puis d'ailleurs, dans ce processus, on lit que quelques souvenirs, mais du coup, il y a plein d'autres souvenirs qu'on nomme pas qui vont s'activer. C'est aussi comme ça d'ailleurs que les traumas sous amnésie vont remonter. Mais aussi les belles choses vont remonter après, en général. Mais Oui. ça Et remonte toi, quand même. dans ton parcours, tu donnes une bonne image de cela, de cette couche de négativité qu'on peut avoir lorsqu'on a vécu un traumatisme. Tu évoques cette notion de marée noire. C'est comme si la marée noire, chaque aspect de ta vie, elle va tacher, elle va polluer, elle va colorer en négatif la situation, et petit à petit, on va voir la réalité de l'expérience sans ce polluant qu'on a traîné tout au long de sa vie. Oui, c'est vraiment ça. Alors, il y a donc on a parlé de retour dans le corps, on va peut-être un peu parler aussi de méditation, peut-être que tu utilises, tu me disais avant de commencer que toi-même tu étais une pratiquante, tu pratiquais la méditation, et, euh, et cette notion de se reconnecter à la réalité, et à cette réalité où on est en sécurité, et c'est tout un cheminement qui est difficile, parce que c'est vrai qu'on a cette crispation, cette résistance à s'ouvrir, à se sentir en sécurité. Alors, est-ce que tu utilises, toi, avec tes patients, avec tes clients, tes clientes, des pratiques de pleine conscience ou de méditation? Euh, alors, bah, moi, j'accompagne beaucoup des femmes sur le chemin de l'éveil de la sexualité. Donc, on a tout un tas de pratiques. Moi, j'enseigne plutôt les pratiques taoïstes, mais c'est plus dans un travail énergétique, en fait. Le, J'utilise, oui, le retour au corps, pas mal. Mais j'ai aussi une vigilance par rapport à ça, euh, notamment par rapport à mon expérience. Voilà, donc, bon, moi, j'ai plus pris le chemin taoïste, mais en même temps, j'ai glané tout un tas de choses. Et j'ai envie de partager ici mon expérience un peu chaotique quand même avec la méditation. Et puis parfois, la violence qu'on peut se faire en fait à soi-même. Et je trouve qu'on n'en parle pas trop et c'est l'opportunité. Oui. Et quand j'ai été faire une première retraite Vipassana, où j'étais encore pas mal en amnésie, hyper angoissée, hyper dépressive. Et en fait, j'ai complètement dissocié tout le long de la retraite. Le fait d'être immobile et d'observer les sensations sans bouger, ben, moi, tout de suite, ça m'a enclenché le OK, pas bouger sans rien sentir, ça, je sais faire. Donc, je me suis coupée et j'ai rien senti. Donc, moi, j'avais pas de problème à rester assise, droite, OK, je sens rien. Et puis, je balaye mon attention. Enfin, c'est pas du tout le travail, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est comme ça que j'étais en mesure de le recevoir à cette époque-là. Et en sortant de cette première retraite, j'ai eu des crises d'angoisse et extrêmement fortes. Et malgré tout, je continuais à vouloir pratiquer tous les matins. Et puis, avec cette exigence de je m'assois, puis je dure 1 heure, et puis je bouge pas, etc.
En fait, j'avais beaucoup de violence envers moi-même et je faisais je me faisais du mal. Je dissociais, j'avais rien compris à ce que ça pouvait être méditer au final. Alors oui, j'ai quand même développé l'attention à mes sensations et j'ai développé une sensibilité très fine à l'énergie, aux sensations, ok, mais je me suis fait beaucoup de violence. Et puis j'ai continué, j'étais à d'autres retraites, Vipassana et tout un tas de choses. Et j'ai toute une période de vie où j'allais vers la méditation comme une injonction. Euh, et, et je me faisais violence en fait. Et Eric Barré, qui transmet le yoga tantrique du Cachemire, la voie de la non-dualité, que j'aime beaucoup son enseignement. Euh, il disait que pour lui, la méditation, c'est pas un moyen, c'est une conséquence. Pour lui, on ne s'assied pas pour obtenir quoi que ce soit, mais c'est un moment, on peut pas s'en empêcher en fait. Et, et moi, ça me parle vraiment ça. Et au final, donc il y a eu toute cette période de ma vie où j'étais en quête spirituelle et d'ailleurs j'explique comment c'est un aspect du trauma parfois nous pousse à la fuite et il y a différentes façons de fuir et notamment dans la quête spirituelle et comment en fait quand on s'assoit pour méditer ça peut être pour pas sentir en réalité alors que le but est inverse bien sûr hein. Mais aujourd'hui on médite beaucoup seul. Je pense que traditionnellement, en fait, on méditait à côté du maître. Et le fait que le maître, lui, il était régulé dans le présent, il y avait vraiment une transformation qui pouvait se faire, un peu comme aujourd'hui, ça se fait en thérapie. Qu'est-ce qui marche dans la thérapie? C'est que le thérapeute, lui, il sent dans son corps qu'on est en 2022. Il est en sécurité. Et ça, avec cette notion de neuromiroir, et ce qu'on appelle la neuroception, comment un système nerveux peut capter ce qui se passe dans le système nerveux de l'autre, ben même si moi je suis en train de revivre mon trauma, machin, mais en face la personne elle est tranquille, et ben petit à petit le patient il peut s'accorder là-dessus. Et je pense que ça fonctionnait pareil avant avec le maître et le pratiquant. Mais aujourd'hui, si on médite tout seul chez nous et que le corps il perçoit que là on est en danger parce que quand on médite on se pose, bah oui ça va remonter, mais ça remonte, mais on est tout seul, y a pas de référent pour qu'on puisse s'appuyer sur ben c'est fini et du coup bah, juste on redisjoncte etc etc et suite à cette période où je me suis fait beaucoup de violence j'ai eu une période où j'ai arrêté de méditer, où j'y revenais par moments et puis je m'observais. Je voyais que au début c'est joyeux et puis très vite il y avait ce truc il faut, tu dois, enfin ça renvoie à toutes des injonctions assez violentes qu'on peut avoir qui viennent souvent du précoce ou du trauma. Et plus j'ai appris en fait à être bienveillante avec moi-même, moins je me suis poussée, plus je me suis écoutée. J'ai eu toute une phase où je méditais affalée dans le canapé. Ok, j'avais pas la colonne vertébrale droite, mais c'était comme ça que c'était doux. Et puis, si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Et puis même toute une période où, ben, c'est pas. Ben, c'est pas. Et dans ce processus de guérison, ce que ça a eu pour moi, et j'imagine que c'est le cas quand même pour beaucoup, mais plus j'ai ouvert en fait, et puis je suis rentrée dans le présent. Quand je dis ouvert, je parle ouvrir ma capacité à ressentir l'intensité émotionnelle, parce que pour aller descendre et accueillir des couches très intenses, il faut pouvoir soutenir une charge émotionnelle sans se couper. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut beaucoup consolider. Et en ouvrant ça, mais j'ai aussi ouvert mon cœur, du coup. Et puis je me suis beaucoup ouvert à ma nature multidimensionnelle de façon naturelle, pas en la cherchant, en faisant tout un tas d'expériences. Juste, c'était là. Et il suffit juste de regarder par la fenêtre, voir un arbre, ou même n'importe quoi. Hein. et, et là, mais spontanément, il y a ce goût de ah, mais c'est bon, on a envie, ah, ça c'est bon, tiens, je vais m'arrêter un peu pour sentir ça. Et juste, c'est à quoi le goût d'être? C'est comment être. Et petit à petit, ça devient une envie. Et soit dans des moments où c'est bon,
soit quand justement on est activé, tout ça, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça devient naturel, ce retour à soi. Et effectivement, oui, il y a quelque chose où pour moi, ça se cale dans un rythme. Et c'est vrai que, bon, moi je suis très matinale, et c'est comme ça, je me force pas. Et du coup, c'est naturel pour moi, voilà, tout le monde dort, moi je suis matinale, et je prends ce temps d'aller goûter. Et puis ça se fait naturellement dans la journée. Mais il n'y a plus. Et puis si ça vient pas, si je suis fatiguée ce matin-là et que je traîne au lit, ou que je sais X, Y raison, non, je le fais pas. Et ouais, ça a pris vraiment une autre dimension. Oui, ce que je retiens, c'est aussi l'importance du rapport humain, du rapport à l'autre, comment on est des êtres sociaux et peut-être qu'on a tendance à sous-estimer ce rapport à l'autre dans le processus de guérison. Et, euh, et tout thérapeute, tout enseignant de méditation, tout enseignant spirituel, c'est avant tout c'est avant tout à travers sa présence, son ancrage dans le Mm. présent, dans la confiance, dans la bienveillance, qui permet le travail, qui permet de créer un espace de sécurité, un espace où la personne va pouvoir explorer des parts d'elle-même ou s'ouvrir un peu, se mettre un peu en danger, ressentir des choses désagréables. Et c'est ce rapport à l'autre, tu l'as très bien illustré. C'est vrai que comme on a tendance à tout faire un peu dans notre coin, tout est accessible maintenant, et c'est vrai qu'on peut se lancer dans des exercices ou un cheminement sans avoir ce rapport humain qui est pourtant fondamental dans le processus de guérison. Et c'est vrai que aussi les cas où la méditation est perçue comme potentiellement dangereuse, néfaste, contre-indiquée, c'est justement quand il y a ces cas de figure où une personne peut être déprimée, où elle n'a pas résolu certains traumatismes, et surtout aller faire des retraites où tu n'as pas de communication, très peu de communication, très peu d'échanges, où on nous invite à ne pas regarder les autres, à ne pas rentrer en connexion avec les autres. C'est vrai que c'est certainement pas le bon moment de faire ce genre de retraite et de pratique. En tout cas, merci pour cet éclairant témoignage de ta pratique avec la méditation. Et donc maintenant, tu continues tu nous disais que tu fais des retraites. Tu continues aussi à consulter en individuel. Euh, non, enfin, pour les femmes que j'accompagne, en fait, j'accompagne des femmes sur la durée. Donc, il y a tout un travail en ligne, des cours en ligne, et puis des temps en présentiel, en retraite. Et dans ce processus, voilà, ça m'arrive de recevoir ces personnes en individuel, mais je les invite assez rapidement, si elles ont besoin de faire un processus plus profond, à aller voir un autre thérapeute. C'est important, je pense, d'avoir un thérapeute de groupe et individuel qui ne soit pas la même personne, à mon sens. Donc, c'est vrai que je fais plus Attends, de l'accompagnement. pourquoi? Pourquoi je fais plus de l'accompagnement de groupe, Non, c'est ça? pourquoi tu penses que qu'une personne ferait mieux d'avoir un thérapeute en groupe et un thérapeute en individuel? Alors, c'est par rapport à la question de l'attachement. Donc, quand je parle de l'attachement, donc je parle vraiment de ce qui s'est développé de façon précoce, petit. C'est très, très sensible, ces périodes-là. Et c'est des choses qu'on va vraiment rejouer dans le travail thérapeutique et aussi dans le travail de groupe. Et je trouve assez sensible parce que voilà, les personnes qui viennent me voir, c'est quand même des personnes qui, voilà, qui ont pas mal de traumas, qui ont des histoires d'attachement souvent difficiles. Et ça va beaucoup se réactiver dans le groupe. Et c'est vraiment plus sensible si, pour toutes ces personnes-là, je suis aussi la personne référente avec laquelle elles travaillent leur attachement. On est vraiment sur des zones très sensibles. Et je trouve que ça amène plus de sécurité que chacune est sa référente et que dans le groupe, on travaille plus du coup sur l'horizontalité, la sororité. Bon, bien sûr, je suis la référente et puis dans les retraites, il y a quand même beaucoup de travail thérapeutique
Et je prends ce rôle-là, bien sûr, mais ça évite, je trouve que ça met plus de sécurité d'être plus nombreux. D'ailleurs, moi, j'anime des retraites toujours accompagnées avec une femme, et je trouve important d'être plusieurs. C'est aussi pour éviter euh, comment dire, je voudrais pas être indispensable, c'est-à-dire me montrer comme indispensable et qu'il y ait quelque chose qui se cristallise autour de ma personne, par exemple. Je trouve ça vraiment important de rester aussi dans l'humain. Et puis il y a d'autres thérapeutes, et puis on est plusieurs femmes à vous accompagner. Je trouve que ça met plus de sécurité, de souplesse. En tout cas, moi, je suis à l'aise comme ça. Et tu t'adresses surtout à des femmes? C'est des retraites surtout pour les femmes, hein? Alors, ce processus-là, oui, puisque c'est orienté beaucoup sur l'éveil de la sexualité féminine. Et dans tout ce process d'éveil de la sexualité féminine, forcément passe par le corps, forcément passe par l'énergie, forcément passe par les traumas, et beaucoup aussi par l'attachement, hein, toutes les questions d'intimité. Mais c'est vrai que dans l'absolu, j'ai pas envie de me limiter non plus que aux femmes, parce que j'ai envie de transmettre mon message à tous. Donc petit à petit, il y a d'autres choses que je partagerai pour tous. Ça me tient à cœur. D'ailleurs, sur mon site internet, j'ai 2 mini-cours gratuits. Un cours, bon, c'est pour le massage de yoni, donc c'est pour les femmes. Mais il y a aussi un mini-cours sur les bases de l'estime de soi qui sont accessibles pour tous. Et voilà, il y a des hommes aussi qui le téléchargent. Pareil aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, il y a des hommes qui sont abonnés aussi. C'est pas du tout ciblé que femmes. C'est juste ce programme-là qui est destiné aux femmes. D'accord, d'accord. Et donc du coup, tu dis, ouais, donc tu as un site et une chaîne YouTube. Alors je les noterai sur la page de cet épisode. Est-ce que tu peux les dire pour les gens qui sont au podcast, c'est quoi ta chaîne YouTube? Donc c'est incarner l'essentiel, incarnerlessentiel.com pour le site internet. La chaîne YouTube, je crois qu'elle est à mon nom, même si la bande c'est incarner l'essentiel, mais Célia Rombaut, je pense qu'on trouve. Célia Rambaud, d'accord, Rambaud, Rombaut. Oui. Très bien. Et donc je ne saurais que vous encourager à découvrir ton livre, donc Les couches de l'oignon, où c'est vraiment c'est un témoignage de vie, hein. On part de très loin, et c'est très émouvant, c'est très transparent, tu dis tout, on vit avec toi les différentes étapes que tu traverses, et comme je le disais en introduction, c'est aussi très éclairant par rapport à ces phénomènes de traumatisme, comment on a tendance à oublier, à pas partager, à se replier sur soi, à se culpabiliser. Et ce chemin du retour qui se fait vraiment étape par étape avec une exploration des souvenirs passés, notamment à travers cette ligne de vie où on va repasser encore et encore à travers les souvenirs, tout en gardant un ancrage dans le présent. Et pour se reconnecter à notre part d'adulte. Je pense que ça résume bien cela aussi, cet adulte qui est capable d'agir, qui est capable de, de prendre l'initiative, et on n'est plus dans la réaction, on n'est plus en train de subir, on n'est plus en train de trimballer dans notre passé, et c'est là où on va pouvoir se libérer et transmettre à chacun à sa façon ce dont on a besoin et envie de communiquer, de transmettre. Donc un très grand merci Célia d'avoir participé à cet échange. Encore une fois, je mettrai tous les liens sur la page de cet épisode. Alors un petit mot pour la fin. Si je te laisse le mot de la fin, si tu souhaites, voilà, je vais te poser une question plutôt. Si une personne elle commence à se reconnaître par rapport à tout ce qu'on a dit, peut-être qu'elle a lu ton livre, et quelle serait la première étape qu'elle peut mettre en place pour aller dans ce processus de retour vers le présent, vers sa part d'adulte? Si c'est possible, si c'est accessible, moi j'invite vraiment à une thérapie ciblée sur le trauma. Et après, d'un point de vue très pratique, la première chose qu'on peut faire quand on est activé,
c'est vraiment sentir qu'on est dans le présent. Donc c'est sentir ses pieds, éventuellement toucher son corps, regarder vraiment les objets précis. On peut se dire quoi qu'il soit passé, c'est terminé. Mais vraiment se ramener dans le présent, dans le présent, dans le présent. Et c'est quelque chose, on l'a nommé tout à l'heure, un moment vraiment, on ne peut pas faire ça tout seul. J'ai plein de gens qui me disent oui, non, 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 est-ce que pour telle ou telle chose, est-ce que ça, je peux le faire tout seul? Mais c'est pas possible tout seul de sentir que c'est fini. C'est pas possible. Il y a vraiment besoin de cette référence de, de paix, de présent. Donc, vraiment, si c'est possible, c'est vers l'autre. Oser, oser aller chercher de l'aide vers quelqu'un de compétent sur les traumas. Sinon, c'est vrai on peut tourner en rond longtemps, c'est sûr. Et si ça ne marche pas, n'hésitez pas à changer, peut-être aussi. Alors, est-ce qu'il y a des thérapeutes ou une terminologie que les gens peuvent reconnaître par rapport à quelqu'un qui est spécialisé dans le traitement des traumatismes? Alors, moi, je recommande beaucoup l'ICV, intégration du cycle de la vie. On trouve l'annuaire, on tape annuaire ICV, on a tout un tas de thérapeutes. Ça peut vraiment être, moi je demande, enfin j'incite les personnes à carrément oser demander au thérapeute s'il a fait son processus en ICV et s'il est supervisé. Parce que sur l'ensemble des thérapeutes, il y a, donc c'est soit des psychologues, soit des personnes qui sont thérapeutes, qui peuvent justifier en fait de leur connaissance. Et ensuite, il y a la formation sur la méthode. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un thérapeute est efficace? C'est qu'il l'a fait sur lui, la méthode, et qu'il est dans le présent. Il sait que le danger est terminé. Il est régulé. Et c'est vraiment ça qui fait que ça va être un bon thérapeute. Donc, pas hésiter de demander est-ce que vous avez fait votre processus ou vous êtes encore en train de le faire parce que c'est très long. Et demander s'il est supervisé, parce que vraiment, c'est la supervision, c'est une formation continue de base, et c'est ce qui permet vraiment d'avoir un regard juste sur ses patients, de pouvoir se réajuster, etc. Et à partir de ça, et après, il y a d'autres méthodes qu'on connaît sur les traumas. Vraiment, j'insiste, moi, plus sur l'ICV. Mais il y a le MDR, il y a l'IFS, il y a la Somatic Experiencing, sûrement tout un tas d'autres. Parfois, c'est aussi, voilà, si le contact passe bien avec un thérapeute qui est plus proche, bien qu'il y a beaucoup de... Enfin, l'ICV, en tout cas, ça se fait très bien en ligne. Et je sais moins pour les autres méthodes. Mais voilà ce que je pourrais inviter. Merci beaucoup Célia. Merci beaucoup pour ton invitation passée.